Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le génocide Tutsi au Rwanda aura fait en tout près d'1 million de victimes selon les Nations Unies. Ce dimanche 7 avril marquera les 30 ans de ce drame. Comment le Rwanda est-il aujourd'hui après cette horreur? Que pensent les rescapés? Pour en parler, nous sommes en compagnie tout d'abord en duplex d'Hélène Dumas. Bonjour. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS, spécialiste du Rwanda. On vous doit Sensiel-Niter, parole orpheline du génocide des Tutsis aux éditions La Découverte. Et puis ici dans ce studio en face de moi, Dominique Sélis, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière belgo-rwandaise. On vous doit notamment Ainsi pleurent nos hommes aux éditions Philippe Ray. Et puis Gêneur de survivants, la question du génocide des Tutsis. Peut-être quelques mots tout d'abord, Hélène Dumas, pour ceux qui, il y a 30 ans, n'étaient pas nés, pour leur expliquer, leur dire en quelques mots ce qui s'est déroulé au Rwanda alors. Oui, alors le génocide des Tutsis a eu lieu entre le 7 avril et la mi-juillet 1994. C'est le dernier génocide du XXe siècle qui, hélas, à l'époque, n'a pas été reconnu comme tel. Il s'agissait bien d'une entreprise d'extermination exhaustive de ceux qui avaient été désignés comme Tutsis par une idéologie raciste qui remonte évidemment à la colonisation et ensuite à la manipulation de ces identités, de ces assignations racistes et raciales par les régimes post-coloniaux. Toute une organisation a été mise en place avant le déclenchement général du génocide sur l'ensemble du pays le 7 avril 1994. Et oui, nous vous écoutons, comme vous êtes en duplex, Hélène Dumas, je ne vous vois pas. Oui, donc c'était juste pour revenir, peut-être c'est difficile de résumer un événement aussi massif en quelques mots, mais pour dire que ce génocide des Tutsis appartient à l'histoire de notre monde, puisque le racisme, qui a été le terreau de cette entreprise d'extermination, est le même qui a donné lieu à l'antisémitisme. Donc c'est une histoire intellectuelle qui est aussi une histoire européenne et les catégories raciales Hutu, Tutsi qui ont justifié le génocide en 1994 font partie de l'histoire intellectuelle de l'Europe et cet événement est un événement monde. Dominique Sélis, vous qui êtes en studio avec moi, dans quel état d'esprit êtes-vous, vous qui avez écrit sur ce génocide qui en est un témoin? Merci, je voudrais d'abord saluer les auditeurs et les auditrices. C'est impossible d'entendre Hélène Dumas sans saluer son dernier livre, Sensiel-Niter, qui est vraiment... qui parle du génocide à hauteur d'enfant. Et je pense que puisque c'est si difficile de comprendre cet événement, je pense que ce livre qui, pour moi, de toute la littérature sur le génocide, est vraiment un livre remarquable et que je ne peux que recommander. Je ne peux pas passer à côté de cela. Alors, dans quel état je me trouve aujourd'hui? Comme dit Hélène Dumas, dimanche, ça fera 30 ans. Nous allons commémorer le génocide des Tutsis et je suis partagée. D'un côté, l'idéologie de haine anti-Tutsi se porte bien dans la région des Grands Lacs. À l'extérieur du pays, notamment en France et en Belgique, mon pays paternel, le négationnisme par la théorie du double génocide, qui est une création à la base de François Mitterrand, se porte bien aussi. Il faut expliquer, Dominique Sélis, ce qu'est cette théorie. La théorie du double génocide, c'est de dire que c'est de mettre dos à dos bourreaux et victimes. C'est le négationnisme par minimisation, c'est-à-dire on reconnaît qu'il y a eu génocide contre les Tutsis et ça fait partie de la définition du génocide d'ailleurs. En même temps, c'est de dire que certes, les Tutsis ont été exterminés, mais les bourreaux, les Hutus, comme on disait avant 1994, aussi. Et donc voilà, tout ce négationnisme se porte bien. Et quand je commence par cela, c'est pour dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le Rwanda est en pleine expansion à beaucoup de niveaux, mais
voilà, la menace anti-Tutsi reste présente. Et en même temps, d'autre part, ça va pas nous empêcher, nous les Rwandais, d'avancer. Et j'ai un scoop pour vous, Guillaume Erner, nous n'allons plus mourir. C'est terminé de mourir comme ça, d'être massacrés. Et j'ai envie de dire, et je termine par là, que ce que nous avons appris de la campagne génocidaire de 1990 à 1994, je suppose que tout le monde est bilingue belge-français. Ce que nous avons appris de cette campagne, quand le monde entier nous regardait être tués en dînant, c'est que on ne peut compter que sur nous-mêmes. Ça, nous l'avons bien compris. Et donc, désormais, nous comptons sur nous-mêmes, nous avançons. Et le fait de ne pouvoir que compter sur nous-mêmes, ben ça nous donne une force extraordinaire, notamment à la jeunesse. Vous savez qu'aujourd'hui, 70% de la population rwandaise a moins de 30 ans. Et même s'ils ont une distance par rapport à cela, eux aussi savent ça. Et donc, il y a dans ce pays une énergie, une volonté d'avancer. Et on avance. On avance, Hélène Dumas, vous êtes au Rwanda actuellement. La réconciliation, est-ce un mot ou quelque chose que vit pleinement cette société? La réconciliation, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que c'est avant tout un choix politique qui a été donc posé après le génocide de 1994, en tentant de refonder la narration nationale autour de l'identité rwandaise et non plus d'une identité de différenciation raciste ou tutsi. Et ce qu'il faut bien rappeler aux auditeurs, aux éditrices, c'est que tous les Rwandais ont en commun une même langue, c'est-à-dire une même culture, communient aux mêmes croyances religieuses et partagent un territoire depuis des millénaires. Donc il n'y a pas, si vous voulez, ce qui est très compliqué à comprendre dans l'histoire du génocide des Tutsis, c'est que c'est un génocide qui repose sur une absence de différences, sur des différences qui ont été construites. Et il faut comprendre ça pour ensuite tenter d'analyser le projet national qui a été mis en place après le génocide. Ce projet national de réconciliation considère que l'ensemble des Rwandais partagent un même berceau national et qu'il s'agit de le reconstruire autour de référents identitaires différents de ces assignations Hutu-Tutsi. Donc il y a ce projet politique qui a été mis en place donc après le génocide et qui a été incarné dans un certain nombre d'institutions. Je pense en particulier à la justice et à cette justice très particulière qu'ont été les gachacha, qui se sont déployés à l'orée des années 2000 et jusqu'en 2012. Et puis il faut expliquer en quoi consistaient ces institutions, Hélène Dumas. Oui, alors ce sont des tribunaux qui ont été créés donc à l'orée des années 2000 parce que les juridictions classiques, le système judiciaire rwandais avait été mis à terre par le génocide et il aurait été impossible de juger l'ensemble des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide à un degré ou à un autre devant des tribunaux ordinaires. Et puis l'autre nécessité, c'était de ramener le crime à l'échelle où il avait été commis, c'est-à-dire au cœur des collines et des quartiers. Et ces juridictions ont donc été composées de citoyens ordinaires qui ont jugé leurs voisins. Et ça fait partie du projet national de réconciliation. Mais il faut distinguer une autre échelle, c'est la réconciliation à l'échelle individuelle ou aux échelles plus collectives des familles. Et là, on ne peut pas répondre à la place des rescapés du génocide. On ne peut pas faire de la réconciliation une injonction morale ou politique. Donc il faut bien distinguer les différents niveaux d'analyse. Justement, Dominique Sélis, est-ce que pour vous, il n'y a plus ni Tutsi ni Hutu, il n'y a plus que des Rwandais? Oui. Comme dit Hélène Dumas, c'est d'abord une construction sociale coloniale et organisationnelle. Dès le 17 juillet, on a banni la question de l'ethnie dans les cartes d'identité. Donc, aujourd'hui, c'est justement ce qu'on essaie de reconstruire, ce qu'Hélène dit, le projet politique d'unité et de réconciliation, l'aspect unité, c'est d'abord d'intégrer le fait que ces différences ne sont pas des différences. Et donc, le travail aujourd'hui, mais je
je pense qu'il est acquis, ça, parce qu'on se mélange, parce qu'il n'y a pas de... Là, c'est la même langue, c'est les mêmes, on communie les mêmes dieux, etc. Oui, je pense que désormais, nous pouvons dire que nous sommes des Rwandaises et des Rwandais. Et nous ne parlons plus au Rwanda en termes de Tutsi et de Hutu, mais nous parlons en termes de bourreaux et de victimes. Les victimes, vous l'écrivez dans Gêneur de survivants dans la collection Liberté, j'écris ton nom, Dominique Sélis. Vous écrivez en substance que les rescapés gênent. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le texte auquel vous faites référence a été publié en Belgique en 2012. J'en profite pour préciser de là où j'écris. Moi, je ne suis pas une survivante puisque j'étais en Belgique en 90 et 94. Le génocide a traversé ma famille mais n'a pas emporté tout le monde. Et ma mère vit à Bruxelles d'ailleurs. Et il y a plus de 10 ans donc, je voulais montrer que les survivants sont là pour nous rappeler ce qui a eu lieu. Donc à ce moment-là, quand je vis en Belgique. Et donc, si vous voulez, en quoi est-ce qu'ils gênent, c'est que ils gênent les Tutsis, si je reprends les dénominations avant 94, parce qu'ils rappellent l'humiliation absolue. Ils gênent les bourreaux parce qu'ils les renvoient à ce qu'ils ont fait. Et ils gênent aussi les familles des uns et des autres, sans parler des États concernés, donc la Belgique et la France. Voilà. Ça, c'était le propos de ce texte-là. Tandis que dans le livre que vous avez cité, Ainsi pleurent nos hommes, qui a été publié chez Philippe Ray et qui est en poche depuis le mois de février, je m'intéresse à autre chose. Je raconte une histoire d'amour c'est un roman épistolaire et c'est un texte qui raconte la dérive d'une histoire d'amour entre deux personnages parce que les deux protagonistes sont hantés par l'extermination des leurs. Donc c'est la période contemporaine et c'est la question de la cohabitation. On retrouve donc vos livres, Dominique Sélis, Gêneur de survivants et Ainsi pleurent nos hommes, et votre ouvrage, Hélène Dumas, Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis, aux éditions La Découverte. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer ces 30 ans après le génocide Tutsi au Rwanda. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Il y a bientôt 30 ans, le 7 avril 1994, commençait le génocide Tutsi au Rwanda qui causera la mort d'1 million de personnes en moins de 3 mois. Derrière ces chiffres, c'est tout un peuple encore marqué, traumatisé par l'horreur. Après de tels événements, comment reconstruire un pays, comment tenter de faire vivre une mémoire? Nous sommes en compagnie de Dominique Sélis, qui a notamment publié Gêneur de survivants aux éditions Liberté, j'écris ton nom, et Ainsi pleurent nos hommes, qui est désormais en livre de poche, en duplex au Rwanda. Hélène Dumas, historienne, on vous doit Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis, c'est aux éditions de La Découverte. Et nous accueillons Scholastique Mukasonga, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine franco-rwandaise et on vous doit notamment Julienne aux éditions Gallimard. J'aimerais savoir, Scholastique Mukasonga, ce que signifie pour vous ces 30 ans. Je dois dire que vos parents furent victimes de ce génocide mené par les Hutus donc en 1994, ainsi que 37 membres de votre famille. Mhm. Oui, que signifie pour moi les 30 ans après le génocide? Le nombre d'années, est-ce que ça... Oui, ça a un sens parce qu'on ne peut pas oublier... on ne peut pas oublier, ça se fera même 300 ans, on n'oubliera jamais. Un génocide, ça ne s'oublie jamais. Mais... moi, je vais répondre par des questions aussi. Est-ce que pour autant, on a pensé les blessures? Les blessures, chacun fait comme il peut. Mais ce que je sais, c'est que nous avons tous, et toutes et tous,
essayer de recréer l'espoir. Nous avons essayé depuis ces 30 ans de reconstruire non seulement le pays, et c'est, je pense que Dominique qui vit au quotidien au Rwanda, c'est visible. Le pays vraiment est, j'allais dire inimaginable, mais ça montre bien la volonté de s'en sortir sans pour autant faire c'est derrière nous. Non, c'est toujours avec nous. Ce sont nos gens, ce sont les nôtres. Et la particularité, pourquoi on ne pourra jamais dire, ça ne peut pas être derrière nous. Et ils sont toujours avec nous parce que nous sommes dans le génocide. Et la particularité du génocide, c'est que vous avez des morts sans corps et sans sépulture. À partir de là, ils sont toujours avec nous. Et c'est ça, le sens même de la commémoration qui a lieu chaque année pour justement prendre le temps. J'ai beaucoup aimé le mot que les Nations Unies ont imaginé pour justement parler de commémoration, un moment de réflexion où vraiment on est toujours à réflexion, on est toujours avec eux. Mais là, c'est les 3 mois où en effet on est concentré et c'est normal, on les doit ça. Hélène Dumas, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui au Rwanda pour commémorer ces 30 ans? Qu'est-ce que cette cérémonie va contenir comme tentative donc de perpétuation de la mémoire? Oui, il va y avoir plusieurs niveaux de commémoration, plusieurs échelles de commémoration. D'abord, une grande cérémonie nationale le 7 avril, avec les délégations étrangères qui vont être présentes et auxquelles le président Paul Kagame va s'adresser, ainsi qu'à la nation. Et puis ensuite vont se décliner toute une série de cérémonies de commémoration à l'échelle locale et parfois à l'échelle familiale. Et personnellement, je pense qu'il est intéressant d'assister à l'ensemble des cérémonies pour voir les différentes déclinaisons de la mémoire du génocide aujourd'hui. Personnellement, j'irais dans une commémoration très loin de Kigali, où ce lieu de massacre terrible qui s'appelle Kadoa, où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été assassinées le 21 avril 1994, eh bien, ce lieu est devenu pour les rescapés un seul lieu de mémoire. Ils n'y vivent plus, ils ne peuvent plus y vivre, parce que ce lieu est le lieu de la mort et du massacre. Et ils s'y retrouvent simplement si je puis dire, en tout cas, ils s'y retrouvent pour commémorer. Ce qui veut dire aussi qu'une forme de commémoration, c'est l'écriture. Dominique Célie, c'est la plume que vous avez prise, par exemple, pour Ainsi pleurent nos hommes. Racontez-nous justement comment vous est venue l'envie, le désir d'écrire pour faire vivre cette mémoire, parce que bon, ça paraît dérisoire, parce que pour les survivants, la mémoire est toujours présente. Pour ceux qui, en revanche, n'étaient pas là ou qui sont peut-être très éloignés du Rwanda, c'est essentiel de faire ce travail. Oui, ça fait 11 ans que je me suis retournée vivre au Rwanda, que je me suis installée au Rwanda. Et ce qui a déclenché l'écriture de ce texte Ainsi pleurent nos hommes en 2018, c'est qu'à ce moment-là, ça fait 5 ans que je vis au pays et je finis par me poser une question qui est la suivante, c'est est-ce que, un peu à l'image de celle de Tedia Adorno à propos de la Shoah, qui se demandait si c'était encore possible d'écrire de la poésie, bien moi, après 5 ans, je me demande est-ce qu'il est encore possible d'aimer et ou de s'aimer après le génocide des Tutsis. Et cette question, je vais me la poser pour 2 raisons. La première raison, c'est ce que moi j'appelle la transaction collective individuelle, c'est d'observer dans le quotidien l'onde de choc de la violence collective génocidaire sur l'individu, d'autant plus que nous sommes dans une société de l'inclusion, c'est-à-dire le primat du nous.
Et d'autre part, il y a un discours général sur l'amour qui est violent et qui est terriblement désenchanté. Et je vais me demander s'il y a un lien entre la déshumanisation, donc c'est-à-dire la réduction de l'être à l'objet, la chosification. Est-ce qu'il y a un lien entre cette déshumanisation et ce discours si amer sur l'amour? Et en partant de ces éléments, je vais, je vais questionner ma question et je vais imaginer un dispositif littéraire qui est celui d'une relation amoureuse entre un couple. Et je vais passer par la relation amoureuse pour poser la question de l'intime. C'est-à-dire l'intime au sens de la vulnérabilité, au sens de comment, dans la société rwandaise aujourd'hui, nous dealons, pardonnez-moi le terme, nous dealons avec nos insécurités. Et c'est aussi la question de la sexualité. Donc, voilà le texte que j'ai voulu proposer. Scholastique Mukasonga, c'est vous aussi, c'est le génocide qui a fait de vous une écrivaine. Et comment là aussi cela s'est déroulé? Oui, moi, j'avais un devoir de mémoire. Moi, c'est vrai, on est dans les 30 ans, mais 30 ans, il y a eu 34 ans avant. Hein? Moi, je pars. Et d'ailleurs, je n'écris pas sur le génocide, donc en tant que génocide de 94. Je n'écris pas à partir d'avril 94. J'écris à partir de quand éclate la discrimination Tutsi en 1959. Et je suis une petite fille qui a 3 ans. Et je vais absolument, je ne connaîtrai que ça en fait. Je n'ai pas connu autre chose que la brutalité et le projet d'exterminer les Tutsis. Nous sommes dans un génocide. Hein. Un génocide, ce n'est pas quelque chose qui éclate comme ça, comme un éclair dans le ciel. Hein. C'est quelque chose qui prend le temps de mûrir, d'être préparé longuement. Et c'est cette préparation, moi j'écris, c'est vraiment la naissance, comment on planifie le génocide, donc de 60 jusqu'à avril 94. Donc, toutes ces... comment je ne pouvais... J'ai eu de la chance, justement, que la littérature s'est présentée à moi pour me sauver. Quel sens je pouvais donner à ma vie? Pourquoi j'étais... moi, je ne suis pas rescapée. Hein. Je ne pouvais pas être rescapée à Nyamata. Nyamata, c'était le lieu de déportation des Tutsis. On nous avait parqués dans ce désert, alors que le Rwanda, c'est un pays magnifique, vert, où il pleut tout le temps. Nyamata, le Bugesera, il ne pleut pas. Donc, normalement, quand on nous a jetés là, en 1960, on croyait que la nature allait faire le travail, que nous allions mourir de faim, que nous allions mourir dévorés par les animaux, parce que c'était habité que par les animaux, que nous allions mourir de la maladie du sommeil, parce que c'était infesté de la mouche tsetse. Nous avons survécu parce que nous avons créé des solidarités. Et c'est ce qui nous a permis de tenir pendant 34 ans. Je ne pouvais pas être rescapée à Nyamata. À Nyamata, c'était facile d'exterminer. À Nyamata, il y avait que des Tutsis. On n'avait pas besoin de perdre le temps en passant par la carte d'identité ethnique qui déterminera qui est Tutsi et donc Bona Tiwe. À Nyamata, on a rasé. C'était le travail. On appelait Tiwe, on appelait ça le travail. Et il y a des villages entièrement décimés où il n'y a plus rien. Il n'y a même pas une trace de l'existence de vie. Et mon village de Gitagata fait partie de ces villages, c'est le lieu de la mort. Le Rwanda est un pays, c'est un tout petit pays adorable, d'une beauté extraordinaire. Mais en même temps, c'est un pays si peuplé. Pourtant, c'est un pays où on ne connaît pas la polygamie, hein, on est monogame. Hein, traditionnellement, ce n'est pas la religion catholique qui est venue imposer ça. Donc, mais tout est habité. D'ailleurs, on vit de ce qu'on produit dans les champs. Mais à Gitagata, on ne peut pas habiter, c'est le pays de la mort. Donc,
pour justifier pourquoi je survivais, pourquoi j'ai survécu, il fallait écrire, il fallait être la gardienne de la mémoire. Hélène Dumas, le travail des historiens, de l'historienne que vous êtes, aujourd'hui, il pose notamment la question des responsabilités et notamment la question de la responsabilité de la France dans ce génocide. Et là, je crois que quelques mots sont nécessaires pour exposer là aussi les problèmes que cela pose aux historiens et puis aussi aux hommes. Oui, alors moi, j'ai pas directement travaillé sur les responsabilités françaises dans le génocide, mais dans le travail que je mène sur l'histoire du génocide, à partir des archives rwandaises, à partir des témoignages des rescapés, à partir des archives judiciaires, eh bien, on croise toujours l'histoire de ces opérations militaires françaises entre 1990 et 1994. Donc, l'histoire du génocide et de sa préparation est tissée de ces interventions militaires françaises. Le président Mitterrand, à l'époque, a pris fait et cause, militairement, politiquement, diplomatiquement, pour le régime extrémiste qui préparait le génocide. Ça, ce sont des responsabilités qui sont établies, qui ont pris du temps à être établies, mais qui sont établies depuis 2021 et la publication du rapport de la commission dirigée par l'historien Vincent Duclerc. Donc ces responsabilités ont été rappelées, reconnues par le président Macron, et il faut ajouter aussi que le Rwanda a produit de son côté un rapport qui revient aussi pour éclairer le spectre des responsabilités françaises pendant cette période. Un mot de conclusion, Dominique Célis, justement à propos de ces responsabilités, de ce que vous évoquez aussi dans vos ouvrages, c'est-à-dire la manière dont les rescapés, c'est terrible à dire, mais parfois ont la sensation d'être de trop. Oui, merci. Avant de vous répondre, je voudrais réagir à ce que Scholastique Mukasonga a dit en disant que la littérature l'avait sauvé. Moi, je voulais vous dire que vos textes aussi nous ont aidés. Merci. Merci Dominique. Pour répondre, j'ai appris hier que votre président Emmanuel Macron ne se rendrait pas à Kigali dimanche pour les commémorations. Comme je vous ai dit, moi je m'exprime en tant que romancière et citoyenne rwandaise. Et bien que n'étant pas politologue, c'est quand même une décision politique importante. En 2021, Emmanuel Macron est venu au Rwanda en mai 2021 pour reconnaître la responsabilité lourde et accablante de la France suite au rapport Duclerc dont a parlé Hélène Dumas. Et donc je me dis, après tout cet effort qui a été fait, après ces vérités qui ont été dites et qui nous ont permis à nous les Français, et à nous les Belges, et nous les Français et nous les Rwandais de pouvoir nous asseoir ensemble, de travailler, et notamment par exemple au Rwanda, de pouvoir travailler avec la France au niveau de la culture, et c'est très précieux parce que nous avons des choses à apprendre. Eh bien, malgré tout ça, Emmanuel Macron a décidé de ne pas venir nous soutenir. Ça me touche beaucoup. Et je me dis, la route Paris-Kigali, je sais pas, c'est 8-10 heures. Je me dis que puisqu'il fera pas le trajet, peut-être Emmanuel Macron peut prendre ces quelques heures pour ajouter ce qui n'est pas dans la commission Duclerc, à savoir toute la responsabilité affreuse de l'armée française. Pour moi, l'idée n'est pas de se fouetter les sangs, mais il est temps qu'on avance. Il serait peut-être temps de de dire ce que l'armée française a fait. Je comprends que pour un État, reconnaître la complicité, ça implique des réparations notamment, donc c'est compliqué. Donc voilà, ces 8 à 10 heures de vol peuvent servir à ça. Ça peut aussi servir à s'occuper de tous les négationnistes et présumés génocidaires qui vivent ici en France, et aussi dans mon pays, la Belgique. Scholastique Mukasonga, un dernier mot là-dessus. Je vais rebondir sur ce que dit Dominique. Nous avions déjà
Les Rwandais, on cultive la sagesse, comme toute culture. Nous avons appris j'allais dire même un mot comme ça, à ne pas être gourmand, au fait, à apprécier ce qui se fait. Alors, je dirais tout simplement, Dominique, si ça peut t'apaiser, c'est normal, que vraiment ce que tu poses est très important. J'ai dîné avec, c'était mardi soir, le 2, avec Hervé Berville, qui est le ministre, bien sûr, de Emmanuel Macron, qui part comme moi au Rwanda le 7 avril. D'ailleurs, il part un peu avant moi. Il part le 5 avril, demain. Et moi, je pars le 7 avril. Le 7 avril, donc au dimanche, pour les commémorations. Je pense que justement, contentons-nous peut-être de Berville, d'Hervé Berville, qui est là. Ce n'est pas suffisant, mais c'est toujours ça. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Hélène Dumas, Sensiel-Niter aux éditions de la Découverte, Gêneurs de survivants et ainsi pleurent nos hommes. Ce dernier roman est en poche de Dominique Sélis et Scholastique Mukasonga, Julienne aux éditions Gallimard.